Ce qui est intéressant aussi, c'est que il fait un conseil sur une base non pas moralisatrice, mais stratégique en fait. Il te dit pas, il faut pas suivre sa passion parce que voilà, il faut être raisonnable, etc. Il te dit juste, ok, tu veux atteindre tel résultat, être passionné par ton travail. En fait, voici la meilleure marche à suivre. Et il nous décrit une marche à suivre justement qui va comprendre 5 étapes. Donc, on va structurer plus ou moins notre conversation selon la structure qui est donnée dans le livre. Et la première étape, on a appelé ça le danger de la passion, ou peut-être le danger de commencer ou de tout définir par sa passion. Donc là-dessus, il donne l'exemple du discours de Steve Jobs à Stanford, parce que je pense que c'est un exemple vachement instructif de se dire, effectivement, on nous dit tout le temps de suivre notre passion. Est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Et en fait, le discours de Steve Jobs a peut-être été un petit peu déformé par rapport au message d'origine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce fameux discours? Je pense que tout le monde l'a vu, Steve Jobs dans sa robe avec son espèce de petit chapeau. Ce qui est d'ailleurs drôle, puisqu'il commence le discours en disant que c'est la première fois qu'il assiste à une remise de diplôme, parce que je sais pas si les gens le savent, mais il a jamais finalement été vraiment diplômé de Stanford, donc c'était intéressant qu'il puisse faire une remise de diplôme. Il me semble que c'était en 2005 ou 2006, je sais plus exactement la date. Euh, et donc il structure son discours et il termine par une phrase qui est assez révélatrice. The only way to do great work is to love what you do. Donc en français, le meilleur moyen en fait de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que tu fais au quotidien. Et de ça, en fait, on s'est aperçu que beaucoup de médias, de reprises sur les réseaux sociaux, etc., euh, en fait, se sont dit, OK, le raccourci, c'est Steve Jobs aime son job, il est passionné, suivez votre passion pour faire comme Steve Jobs. Globalement, c'était ça le raccourci. Alors que quand finalement, Et Newport, justement, va aller au contraire de ça en disant, bah, écoute, si Steve Jobs, quand il a commencé, avait suivi sa passion, il aurait été prof de méditation dans son ashram où il allait tout le temps, en fait. Et est-ce que Steve Jobs était passionné par la création d'ordinateurs? Bien sûr que parce que de toute façon, à l'époque, ça n'existait pas, en fait. C'était quelque chose qui n'était pas envisageable. Et si tu regardes le vrai parcours de Steve Jobs, ben, la biographie de... Il y a 2 bouquins sur Steve Jobs qui sont bien, mais la biographie de Isaacson, qui s'appelle juste Steve Jobs, le montre bien. En gros, c'était un bidouilleur, quoi. C'était un bidouilleur qui avait des trucs qui l'intéressaient, qui cherchait à construire des trucs. Et au final, il est tombé au bon endroit au bon moment, et avec les bonnes compétences, un intérêt pour le design, et il a pu monter son truc. Mais est-ce qu'il a suivi sa passion de créer l'ordinateur personnel? Non, parce que du coup, c'était un truc qui n'était pas prévisible au départ. Et donc, en fait, quand il te dit, voilà, la meilleure façon de faire du bon travail, c'est d'aimer ce que tu fais, il te dit pas, poursuis ce que tu aimes, en fait. C'est un peu l'inverse. Il te dit, fais un truc et deviens tellement bon que tu vas adorer faire ça. Et c'est là où tu vas devenir vraiment le meilleur dans ton domaine et où, voilà, personne pourrait faire un meilleur... personne n'aurait pu faire les ordinateurs que Steve Jobs faisait parce que c'était lui qui était le plus impliqué dans ses projets. et en fait, c'est vraiment un système de roue. C'est-à-dire que tu, tu développes des compétences, tu développes un intérêt pour un sujet qui soit X ou Y. Plus tu vas prendre de connaissances, tu vas documenter, tu vas apprendre, plus en fait c'est quelque chose qui va devenir facile pour toi et en fait tu vas prendre du plaisir à apprendre et ce plaisir-là peut se transformer en passion. Et je pense Moi que je le vois plutôt comme ça. le second problème qui est vraiment super important à mentionner, c'est que tout le monde a les mêmes passions en fait. Tu vois, si je dis aux gens, ouais, c'est quoi ta passion dans la vie? En gros, les gens aiment le sport, la musique, les films, les séries, ou alors ils aiment lire, ou ils aiment faire du yoga, mais il y a quelques trucs, voilà, que tous les hobbies que les gens peuvent avoir, et il y en a une poignée en fait. Et la majorité des jobs qui apportent de la valeur dans le monde, c'est des trucs qui n'ont rien à voir. Mais je pense, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui m'a marqué à vie, mais le mec qui est ingénieur en câble sous-marin. Et en fait, je sais exactement pourquoi ça m'a marqué, c'est parce que le Vietnam est connecté avec les États-Unis par un certain nombre de câbles sous-marins. Et pour une année, pendant que j'étais là, apparemment un requin avait croqué le câble en fait. Et apparemment, c'est un vrai problème. Et il avait croqué le câble et donc le câble fonctionnait plus.
Et du coup, on avait plus, enfin, la connexion Internet marchait vraiment pas bien pendant plusieurs semaines et tout. Et plus tard, j'ai découvert que c'était un vrai job. Tu vois, il y a des gens qui passent leur journée à réfléchir à comment est-ce qu'on va protéger nos câbles et nos différentes installations sous-marines des différents requins. Et ils développent tout un tas de systèmes. Ils développent même des espèces de sonars qui font peur aux poissons. Enfin, tout un domaine, tu vois. Et tu dis, est-ce que les mecs étaient passionnés par ça? Probablement pas. Mais t'imagines le mec qui bosse sur ce truc-là tous les jours et qui réfléchit, qui est à l'intersection entre la biologie, presque la psychologie animale, voilà, l'électronique. Ça doit être vraiment quelque chose de très intéressant pour le mec qui a développé les bonnes compétences. Et voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais c'est un mec qui permet qu'on puisse s'appeler avec cette connexion Internet, tu vois. Mais c'est marrant que tu parles de cet exemple-là, parce que j'ai rencontré il y a quelques mois justement un ingénieur en câble sous-marin qui en fait pilote des petits sous-marins pour aller réparer les câbles sous l'eau. Pour la petite histoire, en fait, en France, c'est 90% des gens sont en freelance, en fait. C'est un métier de freelance. En fait, tu es payé par des grosses entreprises, généralement dans le gaz, etc. C'est boîtes comme Total, Shell, etc. Mais en fait, c'est des personnes qui sont en freelance, qui ont développé des compétences hyper rares. Ils sont un peu moins de 500 en France à faire ça, partout dans le monde. Donc voilà pour la petite histoire. Ouais, c'est fou. Et du coup, il était passionné ou pas? C'est la grande question, parce que sinon, mon exemple tombe à l'eau. Mais non, pas du tout, en fait. Il était passionné par... alors, il aimait les fonds marins, mais il s'est jamais dit, quand il était petit, je vais devenir pilote de sous-marin à réparer des câbles pour des grands industriels mondiaux, quoi. J'ai une deuxième question qui n'a rien à voir avec l'épisode. Quand il pilote le sous-marin, il le pilote à distance ou lui-même il est dans le sous-marin? Non, en fait, c'est des tout petits, des tout petits sous-marins. C'est des sous-marins que tu contrôles. En fait, tu arrives avec c'est des grosses embarcations, des gros bateaux, et généralement ils sont câblés. Les sous-marins sont câblés, et tu les pilotes, avec imagine une grosse télécommande pour voiture télécommandée, mais avec un peu plus de boutons, quoi. Et aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir à toute la partie réalité virtuelle. Et en fait, est super impressionnante pour ce genre de métier, puisque en fait, demain, ils veulent tout contrôler avec tes mains, puisque les sous-marins ont des bras articulés, et que tu puisses en fait tout contrôler avec tes mains et avec un casque de réalité virtuelle, quoi. C'est assez intéressant, je trouve, comme job. Effectivement. Un autre exemple qui est assez proche pour moi, c'est l'idée, tu vois, d'être un copywriter. Donc tout le monde a envie d'écrire, enfin pas tout le monde, mais pas mal de monde a envie d'écrire. Et en fait, parmi les gens qui peuvent être très bien payés, très recherchés dans le domaine de l'écriture, tu as les gens qui savent écrire pour la vente, en fait, qui savent écrire des pages, des emails, qui savent vraiment tourner des phrases pour être persuasif et pour être efficace. Et c'est un truc qui est assez technique, en fait, surtout si tu vas faire des tunnels de vente, des trucs assez longs. Il y a beaucoup de pièces différentes du puzzle. Et la valeur, justement, vient de la capacité à pouvoir comprendre l'ensemble des éléments, comprendre les différents éléments de persuasion que tu as besoin de faire. Et ça vient d'avoir étudié beaucoup d'exemples et avoir vu beaucoup de choses. Et en fait, tu vois que quelqu'un qui a un copywriter peut vraiment être passionné par ces dynamiques et par cette structure et par la manière dont tu vas convertir quelqu'un et les différentes étapes du process de vente. Et cette personne peut aller regarder une vidéo de vente. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Je vais sur ClickBank, je regarde des vidéos de vente de 45 minutes pour des produits qui n'ont rien à voir, genre comment récupérer ton mari. Tu sais, mes préférés, mon genre préféré, franchement, de vidéos de vente, c'est le survivalisme américain. C'est le mec qui te fait, saviez-vous qu'il existe seulement 7 points de goulot d'étranglement, et si un terroriste pouvait sauter 3 sur 5 points, l'ensemble de la côte est américaine serait plongée dans l'obscurité. Alors voilà comment vous allez acheter mon produit et construisez votre propre panneau solaire. Il y avait un mec tu pouvais même construire ta propre éolienne dans ton jardin de manière à survivre en cas d'attaque terroriste, etc. Et ça, c'est vraiment tu vois, c'est un truc qui me concerne pas du tout parce que je n'irais jamais faire ça. Ça fonctionne, ça va y avoir des produits qui cartonnent sur ClickBank. Pourquoi je parle de ClickBank? C'est une plateforme américaine qui fait beaucoup d'affiliations. Et donc, ils ont la particularité, en fait, de donner beaucoup de données sur les produits qui se vendent ou non. Et donc, c'est le truc-là dont je te parlais sur les éoliennes. Ça cartonnait. C'était un des produits les plus vendus sur la plateforme. Ils devaient vendre peut-être pas loin d'1 million de dollars par mois. Peut-être que j'exagère, mais c'était au moins quelques centaines de milliers de dollars au mois. Tu vois, et la page de vente était géniale, tu vois. Tu ouvrais cette vidéo,
Putain, t'as l'impression d'être dans 24 chrono. T'avais un mec avec une voix rocailleuse, on aurait dit, tu sais, les mecs qui font les trailers aux États-Unis. Previously, tu vois. Et Avec la petite musique derrière, enfin, avec, un peu à avec la l'américaine, petite quoi. musique, les Vraiment. visuels, t'avais la carte, t'avais les différents points. Qui, oh putain, c'est vrai que, en fait, la civilisation. Et tu rentres dans le truc et tu vois les différents trucs qui te met et tu commences vraiment à dire, c'est vrai que notre civilisation ne tient qu'à un fil et il suffirait d'un petit domino qui s'écroule et tout d'un coup, je suis pas du tout préparé et il faut que j'achète des provisions, tu vois, des boîtes de conserve que je stocke chez moi et puis des flingues et un bunker, quoi. Et, C'est ça. En fait, ils te conditionnent et pendant 45 minutes, si tu veux, ils te refont le monde et ils te conditionnent pour derrière, t'as une seule sortie, ouais. quoi. Et d'un C'est point de acheter ces vue, produits. Et d'un point de vue technique, d'un point de vue, tu vois, de la compétence, d'un point de vue des éléments qui sont mis en place, c'était juste, ouais, c'est juste vachement bien fait, vachement rigoureux. Et donc, moi, je peux avoir un intérêt juste à regarder ça, tu vois, et à me dire, putain, c'est vachement intéressant, tu vois. Et ça, c'est clairement un intérêt qui a été cultivé parce que, bah, vu de l'extérieur, ma passion, moi, quand j'étais petit, c'était de me dire, OK, j'aime bien Harry Potter et je vais écrire des trucs comme Harry Potter. Tu vois, je voulais écrire des trucs d'heroic fantasy ou enfin, un truc qui était assez, à l'époque, un projet qui n'était pas vraiment bien défini. Mais aujourd'hui, je peux pas compétence justement, je peux voir l'intérêt dans ces trucs-là et y prendre du plaisir et vraiment y prendre de la passion. Et moi, le temps que je passe dans ma semaine à lire des pages de vente, à les décomposer, à m'abonner à des séquences email juste pour pouvoir derrière les redécomposer, enfin, c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. Et c'est un bon exemple en fait de ce que Ken Newport me donne. Mais typiquement, tu prends l'exemple d'un Jordan Belfort, je pense pas qu'il s'est dit quand il était jeune, je vais faire ce que je vais faire, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire vendre des formations pour devenir meilleur, etc. Je pense pas qu'il s'est dit à 8 ans en se levant le matin, je ferai ça de ma vie, quoi. Ouais. Jordan Belfort, du coup, on peut dire c'est le loup de Wall Street. Ouais, exactement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.